Et si, en voulant se protéger d'un voisin jugé menaçant, la Finlande avait enclenché sa propre chute? À force de répéter que tout cela n'est qu'une affaire de sécurité, on oublie l'essentiel. Derrière la façade rassurante se cache une réalité plus sombre, rarement racontée. La Finlande, longtemps synonyme de neutralité et de stabilité, traverse une secousse sans précédent. En fermant sa frontière avec la Russie, elle a cru choisir la survie. Elle découvre aujourd'hui le prix colossal de ce virage. Les conséquences ne sont pas abstraites. Dans le sud-est, des régions autrefois prospères grâce au commerce et au tourisme russe sont désormais exsangues, privées de leur vitalité et de milliers d'emplois. Ce n'est pas une question de statistiques froides, ce sont des familles ruinées, des entrepreneurs au bord du gouffre, des villes qui se vident, des avenirs effacés. Pourtant, le débat public reste figé sur la peur de la menace, jamais sur l'effritement silencieux qui ronge le pays. Pourquoi ce mutisme? Pourquoi accepte-t-on de sacrifier la prospérité et la stabilité pour une promesse de sécurité dont la définition s'évapore? Faut-il vraiment croire qu'au nom de la peur, l'effondrement économique est un prix acceptable? Si l'on ne remet pas en question le récit officiel, si l'on ne s'interroge pas sur ce qui fait la force réelle d'un pays, la Finlande risque d'ouvrir la voie à une spirale autodestructrice qui pourrait engloutir toute l'Europe. Mais comment la Finlande en est-elle arrivée là, elle qui bâtissait jadis sa prospérité sur une diplomatie subtile et une indépendance farouche? Pour comprendre, il faut revenir à l'époque de la finlandisation et à la logique qui a fait vaciller tout un modèle. Avant d'être une ligne de front, la Finlande se voulait un pont discret entre l'Est et l'Ouest. Comment ce petit pays nordique est-il passé d'un équilibre soigneusement entretenu à une rupture brutale? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir à un terme longtemps tabou, la finlandisation. Contrairement à certains récits contemporains, la finlandisation n'était pas une soumission, mais un acte de lucidité. Face aux deux blocs adverses, la Finlande a choisi la prudence stratégique. Plutôt que de céder à l'héroïsme ou à l'orgueil, elle a préféré composer pour préserver son indépendance tout en entretenant des liens pragmatiques avec ses deux puissants voisins. Ce pari a offert à la Finlande une stabilité rare, une croissance industrielle constante et une formidable montée du niveau de vie. Pendant plusieurs décennies, le pays a su tirer profit de sa neutralité, attirant capitaux et partenaires, notamment auprès de l'Union soviétique puis de la Russie. Cette posture de médiateur européen lui a valu respect et admiration à travers le continent. Pour saisir l'originalité finlandaise, il suffit de regarder ses voisins. L'Estonie, par exemple, a tenté d'imiter la forme sans en comprendre le fond. Là où la Finlande misait sur l'équilibre et la négociation, l'Estonie a opté pour un alignement politique, sans obtenir les mêmes bénéfices économiques ou sociaux. La recette finlandaise ne se laisse ni copier ni résumer. La vérité est simple. La prospérité finlandaise reposait largement sur ses échanges économiques avec la Russie. De l'industrie forestière à la haute technologie, en passant par le tourisme et l'agroalimentaire, des pans entiers de l'économie dépendaient d'autant de cette coopération. Durant plus de 70 ans, la frontière est demeurée un espace d'échange, générateur d'emplois et de vitalité régionale. Les données sur le commerce, le tourisme et le développement local l'attestent sans équivoque. Prenons un exemple concret. Dans les années 90, alors que l'Europe de l'Est s'ouvrait, la Finlande a su exploiter sa frontière orientale pour devenir un carrefour logistique entre l'Union européenne naissante et la Russie en pleine transition. Le port de Kotka, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, voyait transiter chaque année des millions de tonnes de marchandises, générant des milliers d'emplois directs et indirects. Les hôtels de l'APN Ranta affichaient part et complet presque toute l'année, accueillant des touristes russes venus faire du shopping, se détendre dans les spas ou profiter des paysages lacustres. À Imatra, le casino, l'un des rares du pays, prospérait principalement grâce à une clientèle venue de Saint-Pétersbourg. Oublier ces leçons du passé revient à risquer de répéter des erreurs douloureuses. En effaçant la mémoire de la finlandisation, la Finlande sacrifie non seulement son histoire, mais aussi la résilience collective patiemment construite. C'est toute une société qui s'expose à la fracture en négligeant ce qui l'a longtemps protégé. Pourtant, tout a basculé lorsque la peur s'est insinuée au cœur des décisions politiques. Lorsque les certitudes vacillent, ce sont les fondations mêmes du pays qui tremblent. La Finlande va bientôt découvrir le prix de l'oubli. Qui paie le vrai prix quand on coupe son propre oxygène économique? Pour la Finlande, la réponse est brutale. Le réveil s'accompagne d'une facture vertigineuse. Tout s'est joué en quelques semaines. Portée par la peur collective, Helsinki tourne le dos à des décennies de neutralité et s'empresse de signer son entrée dans l'Alliance atlantique.
Presque aussitôt, la frontière avec la Russie se ferme, sans réflexion profonde, sans analyse des conséquences. Du jour au lendemain, la Finlande abandonne son rôle de pont entre l'Est et l'Ouest. Elle se transforme en avant-poste, reléguant la diplomatie du dialogue aux oubliettes. Ce n'est pas qu'une question d'image, c'est un séisme économique pour tout un pan du pays. Regardons la Carélie du Sud, jadis symbole du succès finlandais. En moins d'un mois, un quart des échanges commerciaux transfrontaliers s'évapore. Le tourisme russe, moteur des villes et villages, disparaît. Hôtels fermés, restaurants vides, commerces désertés, la crise frappe partout. Chaque jour, ce sont des centaines de milliers d'euros de revenus qui s'envolent. Les faillites s'accélèrent, le chômage grimpe en flèche. Un aéroport régional, autrefois animé par les visiteurs venus de Saint-Pétersbourg, devient un terminal fantôme, menacé de fermeture définitive. Les finances municipales basculent dans le rouge. Les centres commerciaux, naguère vivants de familles russes et finlandaises, se vident. Les rayons résonnent du silence, les vitrines se couvrent de panneaux à louer. Pour des milliers d'habitants, l'espoir s'effrite. Plus de travail, plus de clients, plus d'avenir. Ce qui inquiète le plus, c'est que cette hémorragie économique découle d'une chaîne de décisions prises sous l'emprise de la peur. Ne pas mesurer l'impact réel de ces choix, c'est condamner des régions entières à la marginalisation. C'est risquer d'aliéner une population qui, du jour au lendemain, paie le prix fort d'une politique dictée depuis la capitale. Derrière ces chiffres, il y a des milliers de vies bouleversées. Le malaise social grandit, prêt à éclater. Mais la crise économique n'est que la première onde de choc. L'instabilité sociale, elle, commence à se propager dans tout le pays. Même les Finlandais, réputés pour leur stoïcisme, finissent par perdre patience lorsqu'ils sont acculés. Dans le sud-est, le choc est sans précédent. Des files de voitures s'étirent sur des dizaines de kilomètres, toutes dirigées vers une frontière verrouillée sans préavis. Dans la brume glacée, les klaxons s'entremêlent aux cris. Ce ne sont pas des slogans anti-Russie, mais des appels désespérés adressés à leur propre gouvernement. Les banderoles dénoncent Helsinki, accusée d'avoir sacrifié les régions frontalières pour des principes abstraits. Du jour au lendemain, des milliers d'habitants perdent leur unique source de revenus. Boutiques familiales fermées, hôtels désertés, files interminables devant les agences de chômage, le quotidien bascule. Ici, ni extrémistes ni agitateurs, mais des maires, des retraités, des commerçants qui réclament une réouverture ou des indemnités à la hauteur du gouffre créé. Les réunions municipales virent à la panique. Les maires alertent, sans solution rapide, c'est l'exode des jeunes et la ruine des familles. Les associations d'entrepreneurs menacent de poursuivre l'État, évoquant des pertes irréparables. La crainte d'une cascade de faillite devient réalité. Ce qui n'était qu'une fronde locale se propage à toute la Finlande. Journaux et chaînes nationales relaient des témoignages bouleversants. Les familles racontent comment la fermeture de la frontière a brisé des communautés entières. Les économistes tirent la sonnette d'alarme. Il ne s'agit plus d'une crise, mais d'un effondrement structurel du tissu régional. Sous la pression, même le discours officiel vacille. Les ministres, jadis inflexibles, admettent l'insoutenabilité du statu quo. Le coût social et économique explose. Au Parlement, les débats s'enveniment, certains élus parlent déjà d'une crise de légitimité du pouvoir. Les grandes entreprises, longtemps silencieuses, sortent de leurs réserves. Elles exigent des compensations massives ou menacent de délocaliser, de licencier. La menace n'est plus théorique. Elle se lit dans chaque village vidé, chaque centre commercial fantôme, chaque école désertée. Ne rien faire, c'est accepter une fracture sociale irréversible, la faillite de régions entières et une perte durable de confiance envers l'État. La Finlande découvre brutalement que l'idéologie ne nourrit pas les familles ni ne sauve les territoires. Face à ce désastre, Helsinki commence enfin à revoir sa position. Mais la marche arrière, dictée par l'urgence plus que par la conviction, aura-t-elle un prix trop lourd à payer ? Les regards se tournent vers la capitale où chaque décision pèse désormais des vies et des destins. L'heure du choix approche et tout le pays retient son souffle. La fermeté n'a de sens que si elle sert l'intérêt national, non si elle l'écrase. La Finlande, jadis prudente, nous avertit à ses dépens. L'économie ne pardonne jamais les choix aveuglés par l'idéologie. Sa réaction tardive contraste violemment avec l'entêtement estonien, où l'alignement rigide a mené droit à la catastrophe. Les élites européennes devraient avoir médité cet avertissement. La pression continue sur la Russie n'affaiblit pas Moscou, mais frappe durement les régions frontalières, les entreprises et les familles européennes. Pendant ce temps, la Russie redéploie ses flux, sans attendre ni regarder en arrière. Le véritable courage n'est pas de suivre la panique ou de surenchérir en sanctions. Il réside dans la défense d'un équilibre pragmatique,
dans la préservation de l'autonomie et la protection des intérêts vitaux, même sous le feu des critiques. C'est ce que la Finlande avait su faire pendant des décennies, là où l'Estonie s'est perdue. L'exemple finlandais enseigne que la souveraineté réelle repose sur l'autonomie de décision et la fidélité au bon sens. Céder à la peur collective, c'est abandonner son destin, sacrifier prospérité et cohésion à des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, l'Europe joue sa cohésion, sa prospérité et la souveraineté de ses nations. Sacrifier ses biens essentiels pour prouver sa loyauté à un camp ou céder à l'angoisse du moment, c'est condamner l'avenir de millions de citoyens. Il est urgent de replacer le pragmatisme et l'intérêt national au cœur de chaque décision, avant que les fractures ne deviennent irréversibles. Mais ce basculement n'est pas qu'une affaire de chiffres ou de géopolitique. C'est un choc humain, vécu au quotidien par des milliers de familles finlandaises. La Finlande n'a pas simplement fermé sa frontière, elle a fermé la porte à une part d'elle-même. Ce geste n'était pas un banal acte diplomatique, mais le symptôme d'une nation qui tourne le dos à ce qui avait forgé sa réussite, la lucidité, le pragmatisme et la force de choisir la paix plutôt que la peur. Depuis ce basculement, la fermeture précipitée et l'alignement sur l'Alliance atlantique n'ont pas seulement coupé la Finlande de son voisin, ils l'ont isolée de ses propres intérêts, de sa stabilité et de son héritage. En sacrifiant la nuance à l'urgence et la réflexion à la panique, la Finlande a perdu ce qui faisait sa singularité. Une prospérité bâtie patiemment, une souveraineté durement acquise et une réputation internationale de nation stable et indépendante. Les conséquences sont tangibles. Des dizaines de milliers d'emplois balayés, des régions entières plongées dans la crise, des familles contraintes de repenser leur futur du jour au lendemain. Privilégier l'idéologie au détriment du bon sens n'est pas qu'une erreur locale, c'est un avertissement pour tout le continent. Ne pas apprendre de cette chute, c'est exposer d'autres nations au même piège, à l'autodestruction guidée par la peur plutôt que par la raison. La paix et la prospérité ne sont jamais garanties. Elles dépendent du courage lucide, de la capacité à résister à la panique et de la volonté d'interroger nos vraies priorités, loin des slogans ou des alliances éphémères. Alors que tant de sociétés européennes doutent de leur avenir, la tragédie finlandaise montre combien des décisions prises sous l'emprise de la peur peuvent te coûter infiniment plus cher que n'importe quelle menace fantasmée. Il reste à chacun de choisir la lucidité avant qu'il ne soit trop tard. Pour mieux comprendre la gravité de ce qui se joue, il faut se replonger dans l'histoire de la Finlande au XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, la Finlande a su éviter le sort de tant d'autres pays d'Europe de l'Est, en négociant une paix précaire mais durable avec l'Union soviétique. Ce compromis, souvent caricaturé en Occident, était en réalité un modèle d'équilibrisme diplomatique. Les Finlandais avaient compris que la survie de leur nation dépendait de leur capacité à naviguer entre les géants, sans jamais provoquer ni se soumettre. Dans les années 50, alors que le rideau de fer s'abaissait sur l'Europe, la Finlande parvenait à maintenir un dialogue ouvert avec Moscou tout en consolidant son modèle social-démocrate. Le pays investissait massivement dans l'éducation, la santé et les infrastructures, s'appuyant sur les recettes générées par son commerce avec l'Est. Le boom des télécommunications dans les années 90, symbolisé par l'ascension de Nokia, n'aurait jamais été possible sans la stabilité et la confiance acquises au fil des décennies. À titre de comparaison, pensons à l'Autriche de la guerre froide. Ce petit pays alpin a lui aussi choisi la neutralité après avoir été occupé par les Alliés et l'Union soviétique. L'Autriche a prospéré parce qu'elle a fait de la neutralité une vertu, non un fardeau, et a pu se positionner comme un centre de conférences et de médiation internationale. De même, la Suisse, fidèle à sa tradition de neutralité, a toujours privilégié la stabilité et la prospérité intérieure au détriment de la surenchère idéologique. A l'inverse, quand la Pologne ou les pays baltes ont cherché à s'aligner systématiquement sur un bloc, ils ont souvent subi des contre-coups économiques et une certaine instabilité politique. L'Estonie, malgré son dynamisme technologique, reste confrontée à des défis structurels majeurs, notamment la fuite des cerveaux et la dépendance à l'égard de subventions extérieures. La Finlande, elle, avait trouvé une voie singulière, faite de compromis et de pragmatisme. Mais aujourd'hui, ce modèle est remis en cause par une série de décisions précipitées. Pour illustrer l'ampleur du désastre, prenons le cas de Vaalimaa, l'un des principaux points de passage entre la Finlande et la Russie. Avant la fermeture de la frontière, plusieurs milliers de camions traversaient chaque semaine ce poste frontière, transportant des pièces détachées, du bois, des produits alimentaires ou des équipements électroniques. Le flux de marchandises soutenait non seulement l'économie locale, mais aussi une myriade de petites entreprises.
stations-service, restaurants routiers, ateliers de réparation. En l'espace de quelques jours, ce tissu économique s'est effondré. Dans la ville de Kouvola, célèbre pour sa zone logistique, des centaines de salariés ont été licenciés. Les écoles ont vu leur nombre d'élèves diminuer, les médecins généralistes ont tiré la sonnette d'alarme face à une montée du stress et des troubles psychologiques chez les familles touchées par les pertes d'emploi. Face à cette détresse, certains acteurs locaux ont tenté d'organiser une riposte. Création de fonds de solidarité, développement de projets alternatifs, appel à la réouverture progressive de la frontière ou à des dérogations pour les secteurs vitaux. Mais ces initiatives peinent à compenser la perte brutale de l'activité transfrontalière. L'histoire offre pourtant des précédents qui pourraient inspirer la Finlande. Dans les années 30, lors de la crise économique mondiale, les pays scandinaves s'étaient concertés pour préserver au maximum les échanges régionaux, évitant le piège du repli nationaliste. Les accords de Stockholm avaient permis de limiter les dégâts en mutualisant les ressources et en encourageant le dialogue. Aujourd'hui, la Finlande pourrait s'inspirer de cette expérience en cherchant à maintenir, au moins partiellement, des corridors économiques avec la Russie, sous supervision internationale. Des missions d'évaluation indépendantes pourraient être déployées pour mesurer l'impact social de la fermeture et proposer des mesures de compensation ciblées. Sur le plan politique, il serait essentiel de relancer un débat national dépassionné sur la sécurité et la souveraineté. Des forums citoyens, associant élus, experts et représentants de la société civile, pourraient être organisés pour définir une nouvelle doctrine de politique étrangère fondée sur la réalité des intérêts nationaux et non sur des réflexes émotionnels. Au niveau européen, la Finlande pourrait plaider pour une révision des sanctions, en tenant compte des besoins spécifiques des régions frontalières. L'Union européenne dispose d'instruments de flexibilité qui pourraient en être mobilisés pour éviter l'asphyxie de ces territoires. Au quotidien, des gestes simples peuvent aider à préserver le tissu social. Soutien accru aux PME, formation professionnelle pour les chômeurs, encouragement à l'innovation dans les secteurs non dépendants de la Russie, développement de réseaux de solidarité entre régions. En dernière analyse, la Finlande doit renouer avec l'esprit de la finlandisation, non une soumission, mais une capacité à dialoguer, à négocier, à faire preuve de créativité face à l'adversité. Car l'histoire l'a montré, les nations qui survivent sont celles qui savent s'adapter sans renier leur identité. Ni l'isolement, ni l'alignement aveugle n'apportent la sécurité durable. Seule une stratégie ancrée dans la réalité, attentive à la fois au passé et à l'avenir, peut garantir la cohésion et la prospérité. L'Europe, aujourd'hui, ferait bien de méditer cette leçon. La Finlande, en sacrifiant l'équilibre pour la certitude illusoire de la sécurité, nous rappelle le prix exorbitant des décisions prises dans l'urgence. La question n'est plus de savoir qui a raison ou tort, mais comment sauver ce qui peut l'être avant que les dégâts ne deviennent irréparables. À vous de choisir, la peur ou la lucidité, le repli ou le dialogue. L'avenir appartient à ceux qui savent regarder en face la complexité du monde et y répondre avec intelligence, courage et mémoire.